Monsieur, bonjour et bienvenue à cette matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu Canal 2 Info. L'actualité ce jour, c'est donc ces attaques qui en ce moment se déroulent du côté de Saint-Denis en France, où le cerveau présumé des attentats de Paris, le Belge Abdelhamid Abaoud, semble être retranché depuis pratiquement plusieurs heures. Nous parlerons également ce matin de la Tanzanie avec ces mineurs qui ont été retrouvés sous terre 41 jours après. Ces mineurs qui étaient en train de chercher de l'or. Nous parlons aussi du Cameroun avec ces banques qui sont surliquides, mais qui n'arrivent pas toujours à financer la petite et moyenne entreprise. Voilà pour le sommaire. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour recevoir Serge Mondien. Une fois de plus, bonjour. Serge Mondien, bonjour. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour le Roger Noadieu. Alors je voudrais avec vous parler bien évidemment des banques camerounaises et surtout essayer de comprendre pourquoi nos banques sont-elles surliquides et elles n'arrivent pas toujours à financer la petite et moyenne entreprise. C'est difficile de comprendre cette équation lorsqu'on sait encore que les banques au Cameroun sont surliquides. On sait également que le Cameroun contient aujourd'hui à son sein 13 banques. Sur les 13 banques locales qui sont d'ailleurs fonctionnelles, on a également 4 banques locales sur les 9 filiales qui sont représentées sur le plan local. Donc dans l'ensemble, ça fait 13 banques. Les 13 banques-là qui existent au Cameroun ont surtout du mal à financer l'économie locale, justement parce que les dépôts au niveau de ces banques sont assez important. On y dépose beaucoup de devises, mais la grosse problématique qui naît, c'est que cette surliquidité bancaire influence véritablement le marché local et même celui globalement de la sous-région CEMAC. Il est chiffré à plusieurs milliards de francs CFA, mais ce qu'on ne réussit pas toujours à accepter, c'est que comment ne pas financer une économie alors qu'au niveau des banques, on est surliquide. Donc la question qui a trait à la confiance, qui a trait à la qualité des projets mis en route pour accompagner donc ces projets avec les PME reste véritablement encore à pouvoir se poser. Donc la question de savoir si est-ce que le financement venait aujourd'hui à être accordé à ces PME locales du Cameroun, est-ce qu'on a la garantie nécessaire que ceux qui ont emprunté de l'argent aujourd'hui pourraient bien évidemment le rembourser demain. On a vu la mise en place de la banque des PME, elle est déjà opérationnelle avec un fonds de roulement de 10 milliards de francs CFA mis sur pied par l'État du Cameroun et qui attendent bien sûr l'approbation sur le plan électronique, l'accompagnement de toutes les structures à travers la Banque mondiale. Pour l'instant, on attend alors que les projets, il y en a déjà plusieurs qui sont en veilleuse au niveau de la banque des PME. Alors, tout à l'heure, vous parliez des garanties, ces garanties qui semblent plomber cette activité. Est-ce qu'il faut à tout prix aujourd'hui avoir des titres fonciers ou avoir aussi des garanties importantes pour bénéficier quand même des financements de ces banques? Bénéficier des financements de ces banques voudrait effectivement que ceux qui doivent profiter de ces gains avec des taux, on peut le dire, relativement réduits. C'est pourquoi dans plusieurs pays, notamment, les États ont eu du mal à pouvoir financer parce qu'on est rentré un peu dans la perspective de ce qu'on a appelé les emprunts obligataires avec l'appui des banques. Là, les banques au moins qui prêtent de l'argent sont sûres que l'État reste garant de cet argent qui est prêté dans le cadre de ces accompagnements. Donc les gens qui vont ainsi donner de l'argent plutôt à l'État que d'aller déposer dans les banques pour faire des prêts à des tiers comprennent mieux la garantie que offre l'État à ce niveau. Mais aujourd'hui, pour le cas du Cameroun, on est obligé de passer par là parce qu'il y a les projets structurants qui sont en veilleuse dans nos villes, dont les barrages, également les ponts, les routes qui marquent ainsi l'émergence du Cameroun et même la construction des infrastructures hospitalières et donc qui viendraient ainsi redonner une touche particulière pour le cas de notre pays, le Cameroun. Donc ce qu'on peut dire clairement qu'en fin 2014, l'état des lieux du système bancaire au Cameroun est passé par plusieurs points, notamment par la mise en place des perspectives de la BEAC en 2015, des perspectives de croissance du PIB, donc qui se chiffrait pratiquement à 5,5%, l'a indiqué. Au premier semestre de l'année 2015, la pollution de pétrole a poursuivi
en tendance haussière selon la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. La production en 2002 qui avait franchi un seuil assez important en termes de production de barils de pétrole qui rentre un peu dans ce que l'État pourrait retrouver comme fonds au-delà de ce qu'on peut avoir comme emprunt au niveau des banques. Donc la surliquidité véritablement influence donc le secteur de l'économie et à la CEMAC, on réfléchit davantage pour trouver quand même des voies et moyens d'accompagner ces économies africaines, d'accompagner ces PME qui n'ont pas fondamentalement la confiance nécessaire et aussi l'expérience pour mener à bien des projets. On a pris le cas du Cameroun, donc notre tissu industriel, et qui est formé à plus de 95% des PME. Donc ce sont des entreprises qui n'ont véritablement pas une grosse expérience. Beaucoup qui sont passés par là n'ont pas pu parfois rembourser même les projets et beaucoup gagnent à mieux être structuré. La structuration fait véritablement problème, la mise à niveau fait problème. Également, est-ce que les patrons d'entreprises qui sont derrière ces entreprises-là, qui attendent donc des financements, soit de l'État du Cameroun, soit des banques pour les accompagner, ont l'expertise nécessaire? Ce n'est pas le cas, mais on attend toujours. La confiance qui va être celle mise en place par la banque des PME pourrait permettre de véhiculer et surtout de faire une sorte de tri pour ceux qui ont reçu des financements et n'ont pas pu rembourser dans d'autres projets antérieurs et que le cas ne soit pas celui de la banque des PME qui est quand même un véritable souffle pour l'économie camerounaise. Merci Serge Bondier pour ces informations ce matin. Patrick Christandre, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à Serge et bonjour à nos téléspectateurs. Les questions bancaires, les sujets qui ont trait à la banque vous intéressent aussi. Et aujourd'hui, on parle de ces banques camerounaises qui sont surliquides, mais qui n'arrivent pas toujours à financer la petite et moyenne entreprise. Ben écoutez, quand on parle d'argent, de financement, c'est toujours névralgique pour la suivi économique et même pour nous-mêmes, n'est-ce pas, dans nos ménages, dans nos structures familiales. C'est le nerf de la guerre. Alors la question qu'on peut se poser autour de cette éternelle question ou bien éternelle affirmation de la surliquidité de nos banques, cette question-là, c'est de savoir finalement à quoi ça sert. Des banques qui sont localisées au Cameroun, pour la plupart qui ne sont pas nationales, des financements en surliquidité qui ne servent pas le véritable maillon de nos économies, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Quand on va voir le chemin de croix qu'il faut pour accéder au financement, on peut avoir des larmes aux yeux, Louis-Roger. C'est vrai aussi qu'il y a quand même la crédibilité de certains promoteurs qui peut être remise en question au sujet, n'est-ce pas, du type de garantie et même des intentions réelles qui se cachent parfois derrière ces demandes d'emprunt. Mais il revient quand même à nos États d'organiser le secteur de telle manière qu'il puisse avoir un allègement ou bien un assouplissement de ces conditions qui permettent d'avoir accès au financement pour justement faire vivre cette petite économie, faire vivre ce tissu-là qui constitue la majeure partie, n'est-ce pas, de l'investissement de notre pays, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Alors, quand on voit ceux qui ont accès à cette liquidité qu'on dit en surliquide, vous me permettez l'expression, c'est finalement des succursales internationales, les grandes firmes internationales qui sont installées chez nous ou bien à travers leurs représentants. Donc, il n'est pas très évident pour les petites et moyennes entreprises chez nous de bénéficier de cette liquidité. Et malheureusement, c'est toujours la richesse produite sur le plan national qui va devoir être exportée à travers d'autres circuits. Elie Smith, bonjour. Bonjour, Louis-Roger. Vous êtes également spécialiste des questions d'économie et nous parlons donc de ces banques qui sont surliquides et qui n'arrivent pas toujours à financer la petite et moyenne entreprise qui emploie quand même un nombre impressionnant de citoyens. Alors comment comprendre cela? Non, ça explique pourquoi à la décharge des banques, souvent c'est les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas souvent transparentes dans les manières de faire des choses. Vous savez, souvent, dans beaucoup de nos entreprises, c'est les entreprises uniques ou familiales. Souvent, quand on demande qui présente les comptes, ils ont souvent 3 ou 5 comptes. Les noms, on ne sait pas qui appartient. Donc, c'est ça le problème. Mais aussi, l'État doit agir comme un certain garant. Si l'État agit comme garant, ça va aussi donner de la confiance aux banques. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Beaucoup de banques donnent à un monsieur, il s'appelle aujourd'hui Elie Smith, demain il s'appelle John Bull, ou il s'appelle, donc ça change, ou il déclare mort et pourtant il est vivant. Donc c'est les problèmes qui arrivent. C'est pourquoi je crois dernièrement, il y a une banque qu'on appelle African Guarantee Fund, c'est une banque panafricaine basée à l'île Maurice, était venue ici
pour tenir des réunions avec des petites et moyennes entreprises et aussi les banques, offrir des garanties aux banques pour prêter aux petites et moyennes entreprises, tout en sachant que, parce que dans ces choses-là, il faut prendre l'exemple d'ailleurs. En Allemagne, par exemple, les grands créateurs d'emplois, ce ne sont pas des grandes firmes comme Volkswagen ou Mercedes, ce sont les petites et moyennes entreprises. C'est eux qui peuvent lutter contre le chômage, lutter contre la pauvreté plus efficacement. Mais pour que ça soit efficace, il faudra d'abord la transparence des propriétaires de ce petit et moyenne entreprise et puis l'aide de nos États pour les garanties, les crédits. Voilà, je voudrais qu'on parle à présent de cet assaut qui se déroule en ce moment même du côté de Saint-Denis en France, au lendemain des attaques simultanées attribuées bien évidemment aux djihadistes syriens et pour parler bien évidemment, pour être précis, de Daesh. Alors, depuis ce matin, Elie Smith, la France a mobilisé pratiquement ses troupes. C'est-à-dire que la situation n'est pas encore calme. Non, la situation n'est pas encore calme. Écoute, ce qui se passe à Saint-Denis, c'est quelque chose qu'on ne croyait pas. C'est un peu la fiction qui devient réalité. Et puis, ça montre un peu une défaillance du service de renseignement français ou européen parce que c'est lui qu'on est en train de chercher. C'est un certain Abdelhamid Abaoud, dit Abou Ouma Al-Sanoussi. C'est quelqu'un, il est jeune, hein? C'est un Belge, il n'a que 28 ans, mais il a fait ses preuves. On a vu que c'est quelqu'un qui est un outillé dans le djihadisme mondial, dans l'extrémité salafiste, et qu'on a vu que dans beaucoup de faits d'armes ces derniers moments, on a vu ce qu'il a fait. Il a voulu attaquer l'église de Villejuif, qui n'a pas réussi. Il a d'abord essayé, ça veut dire c'est comme s'il était en train de faire les essais, et cette fois-ci, vendredi, ça a réussi. Il a d'abord voulu attaquer une salle de concert qui n'a pas réussi. Il est proche d'un certain Nimouche, celui qui avait tué les gens dans un musée en Belgique, dans un musée juif de Belgique. Donc c'est quelqu'un qui est bien outillé, qui connaît son travail, mais la France est en train d'essayer, mais ça démontre uniquement que d'abord le service de renseignement français est défaillant. On a cru que Abdelhamid Abaoud était en Syrie et pourtant il n'est pas en Syrie, il est bel et bien en France. Voilà pourquoi l'assaut, que le raid a commencé à Saint-Denis depuis 4 h du matin. Ils ont rencontré une résistance farouche et maintenant il y a le renfort de l'armée pour peut-être finir cet combat entre ces islamistes et la police française. Alors, ce qui ne sera pas du tout aisé pour l'armée française, Patrick Christian Dobo, surtout que c'est quand même à Saint-Denis, c'est une très grande ville. Il y aura bien évidemment des dégâts collatéraux qu'on ne pourrait pas éviter. Oui, on ne va véritablement pas dire qu'on peut éviter les dégâts collatéraux que vous évoquez là. C'est comme une espèce de réplique après, on va dire, une éruption volcanique. Hein. On s'attendait quand même parce que quand on lit le communiqué revendiquant ces attentats de vendredi de Daesh, on avait dans ce communiqué-là la thèse finalement d'un 9e kamikaze qui lui n'était pas encore repéré ou bien n'était pas encore finalement identifié. Et donc cette thèse-là dans le communiqué de Daesh nous faisait croire qu'il y avait un autre kamikaze en dehors de ceux qui avaient été recensés et qu'il y avait d'autres actions qui allaient être menées. Et ici, on se rend compte qu'on a eu des matchs de football qui ont été annulés hier. Ça n'est pas que la France. Il y a l'Allemagne qui est visée, même l'Angleterre était quand même en retenant son souffle lors de ce match France-Angleterre hier, où il y avait quand même l'exécutif qui était présent de ce côté-là. Donc, au-delà de ces répliques et de ces prévisions, il y a l'échec du service de renseignement de la France, mais l'échec aussi des services de renseignement de l'Union européenne, de l'Occident. Parce que tout ce beau monde a affirmé que cet extrémiste était du côté de la Syrie. Voilà aujourd'hui qu'on le retrouve en plein cœur de Paris. Donc, il était véritablement en train de préparer d'autres coups. Et je vais vous dire, le mal est tellement profond et de l'intérieur maintenant en Europe que jamais avant, depuis que ces mouvements terroristes ont commencé, une femme ne s'était fait exploser. C'est le cas ici, dans cet assaut lancé par le RAID du côté de Saint-Denis. Si une femme faisait partie, n'est-ce pas, de ce groupe retranché avec
avec Abdelhamid Abadaoud, ça veut dire que nous sommes dans une situation où l'extrémisme a franchi un cap sur le plan de la société même en Occident, au point où les femmes sont prêtes à aller jusqu'au bout, à livrer leur vie. Et c'est le cas de ce que nous rencontrons ici. Après, on va se dire, comment venir finalement à bout de cette situation? L'armée est là en renfort. C'est vrai, il y a le raid, il y a une résistance. C'est depuis pratiquement 3 heures du matin que cet assaut-là est là. On n'a pas encore bouclé cette opération. Et on est très loin, lui, Roger, de venir à bout, comme vous l'espérez. Et nous aussi, nous l'espérons, n'est-ce pas, de cette situation. Il va sans dire que, finalement, pour cet extrémiste, peut-être il est intelligent. Sa jeunesse et tout son parcours parlent de lui. Mais quand on regarde quand même sur le plan stratégique, ça aurait quand même été différent. Hein. Je ne me serais pas imaginé qu'il serait aussi proche du champ de bataille. C'est quand même une petite faille. Quand on s'imagine un peu la mécanique terroriste qui encourage souvent ces hommes-là, je le pensais quand même un peu plus loin au regard de la tension. Peut-être c'est une faille due à la jeunesse au-delà de l'expérience dans l'activisme terroriste. Peut-être qu'on ne pourra pas dire que c'est une faille, peut-être c'est une stratégie, parce que ces terroristes ont toujours des méthodes. Peut-être qu'ils veulent concentrer l'armée et le raid du côté de Saint-Denis pour perpétrer d'autres attaques. Mais si lui, l'auteur principal, se retrouve à un champ où on peut l'engluer, ça veut dire qu'il y a une stratégie quand même. Parce que si la tête est découpée... Elie Smith, oui. moi, je pense que ce n'est pas une faille. Par exemple, il faut se mettre là où on t'attend le moins. Parce que normalement, on a cru, tout le monde a cru qu'il était en Syrie, mais il n'est pas en Syrie. Et sachez qu'il est aussi proche de certain Salah Abdel Salam, qui est en fuite parce que c'est parmi les gars qui ont fait le feu, où on mis le feu, où on fait l'acte ignoble, comme on peut dire, vendredi. Donc Salah Abdel Salam n'est pas encore arrêté. Donc ça veut dire que je partage un peu ce que lui, Roger, est en train de penser. Abdelhamid, lui, pense que venir proche de Paris, et c'est même par chance qu'on a découvert qu'il était là. On a interpellé 2 personnes. Et c'est en l'aide d'interrogeant qui a dit non, il y a quelqu'un qui est venu demander une chambre pour qu'on garde ses frères là-bas pendant quelques jours. Donc, moi, je pense... Non, il y a une filiature. Mais rappelez-vous même de M. Ben Laden. Ben Laden, il était en pleine ville à Bonabad, à Bonedabad au Pakistan, là où les gens l'attendaient de moins. Donc, le problème, un terroriste, c'est aussi un stratège, mais aussi c'est une défaillance, comme vous avez dit, du service de renseignement européen, française en particulier, mais aussi c'est un problème de la nouvelle équipe, Sarkozy, Hollande, qui ont dépouillé le service de renseignement français des anciens, qui avaient une bonne capacité d'analyse de la situation du Moyen-Orient et de l'Afrique, pour les mettre avec les nouvelles personnes qui ne connaissent pas la nouvelle stratégie de lutte contre le djihadisme. Voilà, je voudrais qu'on parle bien évidemment de cette défaillance des systèmes de renseignement pour nous appuyer sur cette information de France 24. Il mérite bien évidemment qu'on cite ses confrères qui parlent donc de cette note des services de renseignement de la préfecture de police de Paris qui avait établi clairement qu'il y avait des individus qui préparaient un gros coup, pour utiliser l'expression, un gros coup à Paris. Mais cette note n'a pas été acheminée à qui de droit. Et voilà que la situation s'est produite. Donc, quelque part pour dire qu'effectivement, les gens n'ont pas pris au sérieux les notes de renseignement qui leur parvenaient. Exactement, les gens n'ont pas pris au sérieux parce qu'en France, il y a des gens qui rêvent un peu, qui pensent que la France peut être insulée des péripéties qui se passent de l'extérieur de l'Hexagone. Mais ce que les gens, et c'est ça aussi, ça y va des gens qui ne sont pas expérimentés. Il faut toujours faire un savant mélange avec la modernité et l'ancien. Parce que ceux qui connaissent, les orientalistes, les spécialistes du renseignement du Moyen-Orient ou du djihadisme mondial, connaissent le mode opératoire de tout militant islamique. Par exemple, dans l'histoire, nous avons vu un peu ce qui s'est passé en 1979 en Iran. Ceux qui ont fait tomber le Shah de l'Iran, c'est parce que le Shah, avec beaucoup de ses conseillers américains, n'avait pas vu voir Ayatollah Khamenei, le guide suprême qui a renversé le gouvernement du Shah d'Iran. Mais à l'époque, le service de renseignement français, à l'époque, géré par le monsieur qui a créé la DGSE, Alexandre Desmaranges, qui a d'ailleurs écrit un grand livre qui reste un livre de référence dans les secrets de Prince, avait dit aux Américains que l'Iran va perdre, non, le Shah de l'Iran va perdre le pouvoir parce que l'Ayatollah
avait un grand réseau en Iran qui ne maîtrisait pas. Donc si on revient en France, les Français n'ont pas vu les choses venir parce que je pense qu'ils ont un peu méprisé, négligé des choses, ont cru que les djihadistes n'avaient pas la capacité de frapper la France quand ils veulent. Et pourtant, il y a un terroir, il y a toutes les conditions propices pour que l'islamisme radical prospère en France. Il y a la pauvreté, la marginalisation de ce peuple en France. On ne peut pas refuser. Si vous avez des émigrés parqués dans les banlieues avec le chiffre de chômage avoisinant les chiffres de chômage dans un pays du tiers-monde, c'est tout à fait normal que les prêches de la haine et de la rancœur qui viennent du Moyen-Orient puissent se transférer en France. Et l'erreur ou non de la France est qu'elle s'est inclue dans une guerre au Moyen-Orient qu'elle n'a pas la capacité de mener comme les Américains. Et puis deuxièmement, cette guerre idéologique qui se mène au sein du Moyen-Orient entre les chiites et les sunnites ne se mène plus là-bas. Elle a été exportée de là-bas et apportée en France et en Europe en particulier. Alors, Patrick Christian, d'abord, voilà un rapport, une note de service qui devait être, n'est-ce pas, prise au sérieux, analysée par les patrons qui l'ont simplifié. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, l'on devait faire attention à toute information qui pourrait, bien évidemment, offrir des pistes à des attentats programmés? Bien évidemment, lui, Roger, la réponse à votre question est même dans la question. C'est-à-dire que faire attention à toutes les moindres alertes qui seraient éventuellement exploitables, n'est-ce pas, dans cette quête d'information et dans cette volonté de cerner les différentes menaces. Mais il y a aussi que la France est finalement victime de son engagement multiforme et pluriel même sur différents champs de bataille et que la France, comme le disait Elie à l'instant, a pris quand même les devants, n'est-ce pas, sur bien de batailles, n'est-ce pas, contre les mouvements. Et il faut toujours rappeler que la France est le pays européen qui accueille la plus grande communauté musulmane, n'est-ce pas, sur son territoire, avec ce que ça peut comporter comme dérive en termes de prêche, parce qu'il y a quand même des imams radicaux, certains même ont parfois été expulsés du territoire français pour cause de prêches radicales, vindicatives, qui ne cadrait plus avec les idéaux de laïcité que la France entend mettre en place. Et que la France, dans cette dynamique-là, est victime de nombreuses alertes passées qui, quelquefois, ont parfois été déjouées, quelquefois se sont avérées non fondées. Et dans cette situation-là, on peut, sans justifier un acte comme celui-là, comprendre que peut-être ceux qui ont eu ce rapport se sont dit que peut-être le niveau d'alerte n'était pas suffisamment important, comme cela s'est passé souvent dans certains cas où on a vu des gares entières ferroviaires être prises d'assaut, mais puis finalement, on n'a rien eu, fausse alerte. Et comme on le disait, les terroristes ont des stratégies. Peut-être qu'à force de diriger les forces de sécurité et de renseignement françaises, n'est-ce pas, sur des fausses pistes pendant de nombreux mois, ils ont contribué finalement à faire baisser la perception d'une menace comme celle-là, malgré l'existence d'un rapport tel que celui que vous évoquez. Donc la France est dans une situation vraiment confuse, et ce n'est pas que la France, c'est l'Europe tout entière, et ce n'est pas que l'Europe, parce que j'ai bien envie de vous dire que de l'autre côté de l'Atlantique, où on a l'impression que nos amis américains se disent qu'ils ont un peu de répit, ça n'est pas du tout le cas. On a vu certains gouverneurs qui commencent déjà à dire qu'ils refusent l'entrée de certains réfugiés, et notamment syriens, ce qui a valu d'ailleurs le lever de télé de Barack Obama, qui estime que c'est un peu exagéré. Mais il faut faire la part des choses qu'au regard de ce qui se passe, avec encore cet assaut et d'autres craintes qu'on a eues déjà hier soir sur tout l'espace européen avec ces matchs annulés, la menace prend davantage une forme globale, plus qu'on ne l'avait pensé avant. Alors, Elie Smith, il y a quand même des signes prémonitoires. On a par exemple un film qui devait sortir et ce mercredi intitulé le Made in France en matière de terrorisme. Ce film qui a été retardé. Alors, comme des petites coïncidences, pour dire quand même que parfois des producteurs, des cinéastes programment aussi certains coups sans peut-être le savoir. Oui, sans peut-être le savoir. Vous savez, les hommes de ZAR, c'est des gens qui sont des hommes et des femmes imaginatifs et créatifs. Rappelez-vous, même aux États-Unis, avant que Barack Obama ne devienne président, on avait déjà fait un film d'un président noir. Donc, le Made in France, ce n'est pas surprenant. Si vous regardez le nombre de djihadistes français qui sont dans le djihad mondial,
c'est phénoménal et ça s'explique. Mais le problème est que je crois le service de renseignement français, maintenant, vous voyez, à quelque chose mauvaise et bonne. Je crois que maintenant, ils vont s'adapter parce que je crois que la raison pour laquelle, à la décharge de ces messieurs qui n'ont pas pris en compte les recommandations faites est que, avant, je crois, il y a à peu près 10 ans, ils avaient une organisation qui était bien hiérarchisée, qui s'appelle Al-Qaïda. Al-Qaïda, l'ordre est vertical. Et pourtant, chez le Daesh ou l'État islamique, comme on les appelle, c'est horizontal. Rappelez-vous, Koulibaly, pour faire son coup d'État, pour faire son attaque en France, a dépensé 5 000 € qu'il a prêté à Sofenko, à Paris. Donc, eux, ils sont horizontaux. Et dans des groupuscules, mouvements terroristes horizontaux, c'est plus dangereux, plus que des organisations mieux structurées comme Al-Qaïda. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens, la hiérarchie du renseignement n'a pas pris en compte. Et pourtant, maintenant, vous devez savoir que même quand Abdelhamid agit, il agit d'abord avant de rendre les instructions. Donc, on les a formés d'une manière autonome. Et c'est ça qui est plus grave. Ça veut dire que si un gars de l'État islamique habite à Douala ou habite à Yola, il n'a pas besoin d'avoir les instructions qui viennent de Kandahar ou de Kunduz avant de réagir. Il réagit et puis il rend compte et on reconnaît. Donc, je pense que le service de renseignement français doit prendre en compte la réalité des choses aujourd'hui et s'adapter. Voilà. Alors, Patrick Issandro, nous parlons donc de ce film qui devait sortir ce jour, Made in France. Et à l'affiche, on voit une Kalachnikov un peu comme la Tour Eiffel. Mais le producteur, le réalisateur estime que ce n'est pas indiqué de sortir ce film à pareil moment. C'était quand même aussi prémonitoire. Oui, prémonitoire. Comme on l'a dit, vous savez, les artistes et tous ces génies créateurs observent nos sociétés. Ils en parlent, ils la décrivent, soit à travers l'œuvre de leur esprit, soit à travers des plumes, soit à travers des chansons. Et il me semble que ça n'est peut-être pas maladroit d'avoir pensé à finalement offrir un tableau comme celui-là de la situation qu'on peut dire réelle de la structure sociétale de la France aujourd'hui. On le disait il y a quelques jours, Elie vient encore de le rappeler, regardez l'engagement des jeunes Français sur le champ du djihad. Mais oui, c'est du Made in France. Alors, qu'on nous dise qu'ils sont d'origine maghrébine ou bien je ne sais pas quoi, voilà des Français qui sont nés sur le territoire français, qui ont reçu l'éducation, nous dit-on, n'est-ce pas, des valeurs françaises, mais qui n'ont pas réussi à assimiler ces éducations-là. Et c'est peut-être le lieu de poser une question fondamentale sur, finalement, les stratégies d'intégration que la France met sur pied pour la diversité qu'elle prône. Est-ce que c'est des stratégies d'exclusion, d'assimilation ou d'intégration de ces personnes? Pourquoi ces personnes n'ont pas réussi à se reconnaître dans les valeurs de la France au point d'être aussi radicales, ces personnes-là, et d'en vouloir même à leur propre vie et à la vie de leurs concitoyens? Donc la situation est profonde et cela mérite pour la France, et peut-être pas seulement pour la France, pour le monde occidental, de revoir les fondements même de la vision du terme nation. Le terme nation, en cela, qu'il voudrait avoir des personnes qui croient à un même idéal, réunies sur un même espace ou qui partagent des mêmes valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui la France peut prétendre avoir dans ses fondements une jeunesse qui devrait porter ce pays et qui partage les mêmes valeurs? La question reste posée et elle n'est pas seulement posée à la France. Alors, Elie Smith, est-ce qu'il ne faudrait pas éviter de dessiner le diable par la porte parce qu'il finit toujours par entrer avec ces films qui nous montrent comment on peut facilement réussir un coup d'État, comment on peut facilement poser des bombes, etc. Est-ce que cela ne contribue pas à nourrir cette ambition que ces jeunes Français ou bien ces jeunes ont aujourd'hui à faire partie de ces groupes terroristes? Non, je pense d'abord tout homme de lettres ou les gens qui font la culture, ils s'inspirent souvent de ce qui se passe. Je crois que le film Made in France, ils ont vu, ils vivent dans les banlieues, ils ont vu des statistiques des nombres de Français qui y vont régulièrement. Donc c'est pourquoi ils ont fait, non, on ne peut pas interdire. Interdire, ça veut dire qu'on veut faire comme ceux-là qui veulent changer notre mode de vie. Je pense que c'est une option qu'on doit avoir. Donner l'opportunité à tout le monde. C'est comme tu as ton enfant à la maison, montre-lui le bon et le mauvais. Oui, donc, mais ces films-là, quand même, permettent
de nourrir des ambitions. Non, mais avant ça, non, vous n'avez pas besoin de ces financements. Vous savez que les djihadistes, ils font le recrutement même sur Internet, sur Facebook, YouTube, Twitter et tout ça. Tous les faits d'armes sont mis en ligne et ce sont ces faits d'armes-là qui recrutent. Regarde, par exemple, le Daesh est extraordinaire. Pourquoi ils attirent les enfants occidentaux? Par exemple, on leur dit, vous allez venir en France, en Syrie ou en Irak, vous allez être payé, cerise sur le gâteau, vous allez avoir les femmes. Pas une. Quand par exemple ici, on parle de coller la petite, même là-bas, ils aiment ça. Donc ça fait que les gars, ils partent là parce que, un, on va les payer. Deux, ils auront des femmes, pas une seule fille. Ils multiplient. C'est des jeunes garçons qui ont grandi dans des situations. Qui vont éprouver leur virilité. Qui vont éprouver leur virilité. Et puis, je crois aussi que c'est la société occidentale qui le fait, en particulier la France. La France se vante souvent que c'est une société où tout le monde disparaît pour créer la République, donc il n'y a plus de communautarisme comme le système anglo-saxon. Mais je trouve que le problème en France, c'est quoi? Pourquoi sont-ils des premiers exportateurs des djihadistes dans le monde occidental? Il y a eux et la Belgique. Et quand tu regardes ces deux pays, c'est le même système latin, où il y a beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination. Ces enfants sont nés français. On peut toujours dire souvent ils sont d'origine algérienne. Non, ils sont nés français. Beaucoup ne parlent pas les dialectes algériennes ou marocaines parce que par l'arabe, ils apprennent en Algérie, ils apprennent l'arabe à l'école. Ce n'est pas leur langue, ils apprennent à l'école au Maroc. Mais ils sont français, peut-être 3 ou 4 générations, mais ils sont victimes d'une discrimination. Et quand vous êtes victime d'une discrimination ou quand vous vous sentez frustré, ça crée un terrain propice à absorber tout. Et autre chose, l'erreur que la France a fait depuis, c'est d'accepter le financement des mosquées par des pays extérieurs. C'est dernièrement, je crois, quand Sarkozy est venu, qu'on a commencé à vouloir faire de l'islam à la française. Je pense que c'est quelque chose que, moi je n'aime pas beaucoup citer la Chine en exemple, mais la Chine a compris ça depuis, dans le Ouïghour chinois, dans le Xinjiang, l'est de la Chine, l'ouest de la Chine, qui est peuplé des Ouïghours qui sont turcophones. L'islam là-bas, c'est une islam chinoise. Les mosquées sont les mosquées autorisées par le Parti communiste chinois, par le gouvernement. Les imams, la même chose. Donc c'est maintenant que la France a compris. C'est aussi une leçon au Cameroun. Ceux-là qui financent nos mosquées ici, est-ce qu'on les connaît? Les imams qu'on a, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît la prêche qu'ils donnent? Je pense que la France doit voir tout ça et essayer d'intégrer tout le monde. Mais d'ailleurs, même, vous devez aussi savoir que même si on intègre tout le monde, ça ne va pas rassurer à 100%. D'ailleurs, nous proposons à nos téléspectateurs que nous allons ce soir essayer de réunir quand même sur ce plateau quelques imams pour avoir la vision de ces hommes d'Allah par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Je voudrais vous dire, ces imams-là que vous allez les faire venir aujourd'hui, il faudra qu'on demande qui les finance. Hein. Effectivement. Et oui, il faut qu'on demande qui les finance, les mosquées, parce que vous savez, dans chaque mosquée, les imams, combien sont camerounais? D'où obtiennent-ils leur formation? Beaucoup de ces imams ont les financements saoudiens. Quand ils reviennent au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait d'entre eux? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. En tout cas, on le saura donc ce soir. Nous poursuivons avec cette matière de l'information pour parler un peu de ces rescapés de la Tanzanie, ces mineurs qui ont été secourus après pratiquement 41 jours sous terre. C'est véritablement un miracle, Patrick-Christian Dobo, que l'on réussisse 41 jours après à retrouver encore des êtres en vie à 100 mètres sous terre. Oui, c'est un véritable miracle. On doit toujours se réjouir chaque fois qu'on a la possibilité de sauver des vies humaines. Dès qu'on a fini d'apprécier ce fait-là et de se plier devant ce miracle, 41 jours dans les décombres, n'est-ce pas, à des kilomètres, on va dire à des centaines de mètres, n'est-ce pas, de manière souterraine, c'est déjà bien ce qui est arrivé en Tanzanie, mais ça repose le problème, n'est-ce pas, non seulement de la sécurité, mais de la vétusté on va dire, de ces mines-là. On avait déjà le cas en Afrique du Sud, parce que même les pays où l'activité minière est assez développée ont déjà cette problématique-là. Chez nous, c'est encore plus grave. On a eu les cas en Afrique du Sud, des cas en République démocratique du Congo et en Tanzanie. Ça nous rappelle surtout le devoir qu'on a de veiller à ce que ces mines-là, qui sont souvent établies pour fonctionner pendant une certaine période et qui vont au-delà même de la période pour laquelle elles devraient être exploitées. On a vu les cas en Afrique du Sud, des mines désaffectées, abandonnées par les compagnies
qui ne prennent aucune mesure pour soit les mettre totalement hors de service, les abandonnent, et puis c'est des badauds et des personnes en quête de pitance qui viennent finalement tous les jours dans ces mines déjà abandonnées, vétustes. Alors, c'est les politiques minières et d'exploitation de ces mines-là qui doivent aussi être repensées et revoir les conditions d'exploitation et les durées de vie même d'exploitation de ces mines. Je crois que c'est peut-être la question et l'interrogation qu'on peut avoir au sorti de cet autre miracle qu'on a vécu en Tanzanie. Et ça soulève également le problème de la pauvreté. Eddie Smith, en Afrique, nous sommes pauvres et pourtant nous avons un sous-sol assez riche. Comment les États ne peuvent-ils pas aujourd'hui mettre des politiques en place pour permettre quand même à la population de pouvoir vivre de la richesse de son sous-sol? Non, le problème, c'est la faiblesse de nos États qui ne veulent pas appliquer les règlements. Ils peuvent l'appliquer. Bon, je diffère un peu avec l'Afrique du Sud. Les mines sud-africaines qui sont abandonnées, elles laissées passer l'incompétence du gouvernement de l'ANC qui va être populiste, qui dit on va africaniser les choses. On n'africanise pas les choses. L'Africain est un homme c'est un être humain, il doit s'adapter selon les normes. Si aujourd'hui on est pauvre, nos gouvernements laissent passer, on a des gouvernements qui sont d'abord lasques. Ils ne veulent pas mettre en application des règles qu'il faut, parce que souvent, peut-être on veut, mais on a des gens, les intermédiaires qui sont corrompus. Donc il faudra que par exemple le gouvernement tanzanien, le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement sud-africain qui laisse un peu les États populistes qu'ils veulent mettre en place, qu'on veut faire plaisir aux gens, non, être dur, parce que les gens là ont eu la chance, 41 jours, ils ont eu de la chance. On a eu le cas du Chili il y a une année aussi. Oui, avec au moins une trentaine. Une trentaine qui ont eu cette chance, mais il faudra être un peu rigoureux et comme il a dit, voir un peu la longévité, la durée de vie des mines, et quand elle est finie, on essaie d'arrêter. Une manière d'arrêter qu'on n'exploite pas, il faut mettre de l'eau dedans pour que ça devienne peut-être un lac et tout, donc les gens ne vont plus entrer. Oui, mais la crise de la pauvreté dans ces Tanzaniens orpailleurs de circonstances allaient chercher de l'or pour avoir un peu d'argent, et c'est la quête d'une survie qui n'est pas toujours normal. Alors, on va quand même dire qu'il faudrait, pour sortir bien évidemment de cette situation, revoir cette politique qui voudrait quand même que que les populations d'une certaine région bien précise ou dans lesquelles on a du diamant, de l'or, de la bauxite et autres minerais, que ces populations-là puissent véritablement profiter des fruits de cette richesse, même pas seulement en trouvant à manger, la construction des écoles, d'un cadre approprié de vie, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'autour de ces mines d'or et ces mines de diamants, on vit dans la précarité. Oui, c'est le problème de la faiblesse de nos États, parce que face aux multinationales, les gouvernements ne sont pas souvent puissants pour demander aux multinationales de mettre d'abord en place des écoles, des centres de santé, etc., avant de commencer à exploiter. Exactement. Mais là aussi, le gouvernement peut développer ce qu'on appelle en anglais local content. Ça veut dire donner des quotas en disant que 5% ou 10% doit être donné aux gens de la localité et être un peu rigoureux. Ce qui nous tue, c'est que nos gouvernements ne sont pas rigoureux. Regardez un peu ce qui s'est passé au Nigeria récemment avec MTN. MTN a été surpris on lui a donné une amende de 5 milliards de dollars pour payer. Parce que MTN faisait comme elle voulait. On demande que désactiver les puces qui ne sont pas identifiées. Ils ont refusé parce que c'était business as usual. Mais il a suffi seulement qu'une petite rigueur appelle MTN à l'ordre. Donc je crois que le problème, c'est que nos gouvernements sont souvent faibles. Souvent, le gouvernement n'est pas faible, elle est forte. Le président peut donner une décision. Parce que tout on accuse le président. Mais c'est les individus qui sont très corrompus, qui ne mettent pas en application les recommandations des chefs d'État ou du gouvernement. Alors, Patrick Richard, on va donc sortir, c'est pratiquement terminé, avec quand même une autre espoir. On espère que ce qui se passe en Tanzanie se produira pas en RCA. Oui, on espère que ce qui se passe en Tanzanie ne se produira pas en RCA et partout ailleurs, pas surtout en Afrique, en tout cas partout ailleurs dans le monde. C'est ce qu'on appelle le volet social, n'est-ce pas, de ces exploitations-là. Et bien plus que parfois la faiblesse et l'absence de rigueur, qui est aussi un véritable problème, il y a même une absence de vision. Nos gouvernements parfois donnent l'impression de n'avoir pas une vision derrière l'exploitation de ces richesses naturelles. Et c'est une richesse finalement qui leur est offerte comme une manne tombée du ciel.
Il n'y a pas de vision dans cette exploitation et on ne regarde même pas ailleurs ce qui se passe pour essayer, autant que cela est possible, d'importer au moins le modèle social qui accompagne souvent ces exploitations-là. Et c'est pour ça, je suis d'accord avec vous, Louis Roger, qu'on a malheureusement l'impression que le gros paradoxe voudrait que là où il y a de la richesse minière exploitée, tout aux alentours, il y a la précarité. Les populations vivent finalement dans la dèche. Merci, monsieur, d'être passé ce matin. C'est terminé pour cette édition. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.